Je vous prie de bien me suivre attentivement et écouter cette bonne nouvelle que je vous ai apportée dans la sphère médiatique. Désormais, suivez votre émission Le Point. Une émission interactive avec pour objectif confronter le point de vue des acteurs politiques, tendances différentes, sur une seule chaîne de télévision à thématique informative, Congo 24. Voulez-vous faire vivre pleinement le débat public et ses enjeux démocratiques? Marquez les priorités d'intérêt général, local, national, mais aussi planétaire. Voulez-vous interpeller les leaders d'opinion et les décideurs sur les questions citoyennes? Pourquoi pas valoriser le pluralisme d'opinion et d'expression? L'appel est lancé pour tous. Suivez-nous sur Congo 24. Congo 24, la chaîne à thématique informative, votre boutique de la République démocratique du Congo. Suivez-moi. Votre magazine de la rédaction Congo 24 Télévision, qui est votre boutique de la République démocratique du Congo partout dans le monde, qui reçoit pour vous sur ce plateau aujourd'hui Aimé Mulumba Lumbala, qui est coordonnateur national de la structure LASBEL, en même temps Totonga Funa. Avec lui, nous allons parler sur différents points, plusieurs actualités que je ne saurais pas énumérer, mais restez branchés avec nous et vous allez comprendre. Aimé Mulumba, bienvenue sur ce plateau. Merci Madame Dodo. Comment allez-vous? Je me porte à merveille, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi de vous recevoir et d'avoir accepté mon invitation. Merci. Voilà, j'ai venu tantôt de vous présenter que vous êtes coordonnateur national de votre structure Totonga Funa. Parlez-nous de votre structure. Ça veut dire Totonga Funa. Funa, c'est une des circonscriptions ou districts de la ville de Kinshasa qui, je peux dire, est même le noyau par lequel je vois dans notre vision le développement de la ville de Kinshasa peut prendre corps. À partir de ce que nous avons comme vision, nous nous disons nous pouvons bien faire dans 3 piliers de notre vision. Concernant la salubrité publique, concernant le banditisme urbain avec le phénomène Kuluna, concernant le problème de chômage, et surtout la majeure partie de la jeunesse, notre pays, ou je peux dire la ville de Kinshasa, qui déverse chaque année des milliers de diplômés d'État. Ces jeunes-là ont besoin d'être encadrés pour un résultat plus positif dans le sens de l'entrepreneuriat et dans le sens de la formation professionnelle qui peut leur ouvrir plusieurs débouchés. Alors nous, avec notre structure, on s'est dit nous devons marcher dans Funa, main dans la main, commune après commune, pour que nous puissions donner l'éclosion à une nouvelle dynamique qui va peut-être plus tard s'étendre sur d'autres districts de la ville de Kinshasa. Mais nous commençons d'abord par Funa, qui est aussi ma circonscription électorale, ou ma circonscription, je suis un natif de Funa. La première maison que mes parents ont pu acheter, et là où j'ai connu ma petite jeunesse, c'est à Bandal. C'est là, voilà, à Funa. Donc vous le faites dans le sens que c'est parce que c'est votre circonscription électorale et vous visez quelque chose derrière ça? Non, mais c'est de bonne guerre. On est mieux que chez soi, comme on dit. Ou bien la charité bien ordonnée commence que par soi-même. Je dis, je suis un natif de Funa. Et là, je veux donner un élan. Et je l'ai même bien décrit lors de mes précédentes prestations sur le plateau de télévision, où je dis, prenez
tous les grands carrefours de la ville de Kinshasa, ça passe par Funa. Donc vous venez du nord au sud, ou bien de l'ouest à l'est, vous devez passer par Funa. C'est vraiment un passage obligé. Alors donc, si on n'a pas assaini les passages, les routes, les voies d'évacuation, des immondices, les curages des rivières, tout consort, donc nous serons confrontés à cette réalité qui fait que chaque fois quand il y a des catastrophes naturelles, Kinshasa est étouffé. Alors on s'est dit que non, nous devons mettre d'abord une vision propre. Quand même on parle de kin propre, je crois kin propre devrait commencer à travers les grandes agglomérations de Funa et s'étendre vers les autres cités périurbaines de la ville de Kinshasa. Alors, qu'est-ce que nous constatons malheureusement? La ville de Kinshasa, qui a actuellement une grande population qui se compte en millions, n'a pas de voies d'évacuation prioritaire. Et qu'est-ce qui cause tout ça? Bon, il faut un plan pour dire un plan c'est comme à l'époque il y a eu le plan Maréchal pour le monde où on pensait refaire la ville de Tokyo qui a eu à connaître la guerre et tout ce qu'on connaît. C'est au gouvernement de faire avec la ville de Kinshasa un plan de soit reconstruction ou bien un plan urbanistique nouveau pour mettre la ville de Kinshasa à contenir les trop-pleins de la population. On peut dire que le gouvernement n'a pas encore pris conscience ou comment? Parce que Kinshasa propre, c'est pas de maintenant. Donc, je parle de plan. Je crois que dans ces pays, dans les gouvernements, il y a un ministère de plan qui normalement devait avoir des plans quinquennaux ou bien des plans à long terme qui peuvent permettre qu'on puisse aller palier par palier. Donc une grande ville de la taille de la ville de Kinshasa, comme je le dis, n'a pas de voie d'évacuation par exemple prioritaire. Il y a la ville, l'avenue Elengesa, qu'on vient à peine donc de construire, qui relie presque 7 des grandes communes de la ville de Kinshasa. Oui, mais quand vous abordez, vous dites le plan, c'est au ministère du plan, voilà. Oui. Et où est-ce que vous donnez au gouverneur de la ville sa place? Non, mais le plan gouvernemental national prévoit, même au niveau de la réalisation, l'exécution va descendre jusqu'au niveau municipal, local, tout consort. Mais dans le plan national du ministère du plan dont j'ai évoqué, il devait penser à prévoir qu'à une certaine période, nous allons avoir un afflux de population qui se fait naturellement par les naissances, par exemple. Et par exemple, la ville de Kinshasa, dans son entièreté, moi je pense que elle peut contenir plus ou moins 15 millions d'habitants. Mais si nous restons toujours avec la même façon de voir les choses sans planifier, que non, dans 50 ans, cette ville pourra s'agrandir et contenir, ça pourra peut-être doubler ou tripler. Hein, vous voyez un peu quadrupler même. Donc la population qui est actuellement au nombre de 15 millions, si nous ne sommes pas regardants, pourra atteindre des proportions que la ville ne pourra pas contenir. C'est là dans les années qui vont venir. Revenons dans votre structure, puisque c'est votre circonscription électorale à Bandal. Abordons directement comment vous organisez pour l'enrôlement déjà qui se pointe pour ce samedi, l'enrôlement pour l'obtention des cartes des électeurs. Merci beaucoup madame. Je crois je lance un appel solennel à toute la population de ma circonscription, dont je dis Funa, dont j'ai vraiment un accent particulier à donner l'élan de s'approprier d'abord leur propre destin en allant s'enrôler. Et à toute la population congolaise, je lance un appel solennel. Donc allons-y à partir du 24 décembre, nous lancer dans l'enrôlement
ce qui va nous donner une carte qui nous donnera droit de voter. Voter, comme je l'ai dit toujours, c'est un devoir civique, et même l'enrôlement, c'est un devoir civique et patriotique pour que nous puissions choisir notre destin, notre destinée, je dis notre destinée, le prendre en main, de façon que l'électorat de demain soit la conséquence de tout ce que nous avons vécu, que nous puissions en tirer les conséquences. Ceux qui ont bien géré, nous pouvons les voter et les reconduire. Ceux qui auront, en tout cas, démérité, et il faut carrément une vote sanction, et je crois que c'est ce que nous voulons selon l'aspiration profonde de l'ensemble de la population. Merci beaucoup. Abordons un peu le bilan du chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce qu'au début, je l'ai dit que nous allons aborder différents points, plusieurs points. Le 24 janvier 2023, le président Félix va totaliser 4 ans à la tête de la RDC. Quel bilan dressez-vous de ces 4 ans dans la gestion de ce pays? Je crois que sur l'aspect du bilan, il y a 2 volets. Le premier volet, du point de vue du phénomène macroéconomique de notre pays, nous voyons que notre pays a fait un bond par rapport à dans les classements de certains pays du monde ou de certains pays en Afrique. Nous avons pris, comment je peux dire, on a pris au classement des pays d'Afrique, on a pris une place par rapport à une certaine période où nous étions toujours au rabais, et nous avions beaucoup de recul, et je crois que cela ne nécessite pas que nous puissions aller le demander aux Congolais, mais c'est par contre, cela se fait sentir dans les concerts des nations, là où nous sommes pratiquement revenus sur la scène internationale. Je crois que nous pourrons tirer les conséquences diplomatiques de cette avancée. Et du point de vue, deuxième volet, du point de vue social ou à l'interne, nous pourrons nous dire qu'il y a évidemment des avancées où nous considérons que le bilan est... Des avancées sur quel point? Sur du point de vue social, je vais revenir. Prenons le budget de notre pays, il y a 4 ans de cela. Le budget était pratiquement à 4 milliards, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, le budget est pratiquement à 16 milliards. Et cela se fait sentir, si ça ne se fait pas sentir directement dans l'assiette du Congolais, mais dans l'assiette de fonctionnaires, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, les enseignants, les policiers, ils peuvent en témoigner. Pourquoi? Puisque leur salaire a, si pas doublé, triplé pour certains d'entre eux. Et du point de vue des réalisations, je pense qu'il y a des infrastructures qui ont été construites pendant ces mandats et qui continuent à être sur les fonds baptismaux, et dont nous voyons la volonté politique, la ferme volonté politique de l'actuel gouvernement qui veut nous amener quelque part. Du point de vue social, si il faut parler par exemple dans les domaines de l'enseignement et de l'éducation nationale, cette gratuité de l'enseignement a permis de prendre et de remettre sur le chemin de l'école plusieurs millions d'enfants qui étaient pratiquement non scolarisés. Et je crois que nous allons ressentir l'effet de cette scolarisation avec le temps. Et évidemment, il fallait qu'il y ait un début, et ce début-là, c'est avec l'action du chef de l'État qui a permis qu'on puisse avoir la gratuité de l'enseignement, qui donne aujourd'hui à tout Congolais de se taper la poitrine, de dire que non, je peux, à la rentrée scolaire, envoyer mes enfants à l'école. Et au-delà de cet aspect, il y a aussi l'aspect... Bien avant que vous preniez cet aspect, Monsieur Mimulumba, jetons un coup d'œil aux indicateurs congolais qui
continuent à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Le pays a connu plusieurs grognes sociales caractérisées par des grèves en répétition des agents et fonctionnaires de l'État qui estiment avoir perdu le pouvoir d'achat, chômage des jeunes aigu. Et dans l'entretemps, vous parlez de l'augmentation du budget de la République sous Félix. Comment expliquez-vous ce paradoxe qui consiste à avoir un budget élevé sans aucun indice sur le vécu quotidien des Congolais? Non, moi et vous, nous vivons à Kinshasa, on le voit. Non, mais je veux dire une chose. Nous devons savoir faire la part des choses. Il y a deux phénomènes mondiaux qui ont, je peux dire, ralenti l'élan gouvernemental lors de l'arrivée du chef de l'État au pouvoir. Il y a la première raison, cette pandémie dont nous n'avons pas pu nous soustraire. Nous tous, nous étions victimes des mesures restrictives qui ont fait que le pays avait... On ne parle pas de la pandémie jusqu'à présent. Non, mais c'est à peine 2 ans. La pandémie a duré 2 ans. 2 ans pour l'économie d'un pays, ça freine. Mais aujourd'hui que nous avons repris, malheureusement, avec la reprise, il y a aussi cette satanée guerre de l'Ukraine qui, qu'on le veuille ou pas, notre pays ne pouvait pas en être aussi épargné. Pourquoi? Puisque tout ce que nous utilisons, de par nos ressources que nous avons, provient aussi de ces greniers du monde qui était l'Ukraine, et je crois que avec la guerre, ça a créé une carence, entre autres, de produits pétroliers et de tout autre bien de première nécessité. Mais vous ne me direz pas qu'en Ukraine, malgré, même en Ukraine, malgré cette guerre-là, vous me direz que le peuple est dans une situation compliquée comme nous? Une situation très compliquée. Je veux vous informer que le président de l'Ukraine, aujourd'hui, il est en train de se déplacer pour les États-Unis pour aller prendre donc, de l'aide de l'ordre de 2 milliards de dollars. Donc c'est pour venir pomper dans leur économie qui est en difficulté. Mais à notre niveau, nous sommes un pays sorti d'une situation de mal-gestion, d'une mégestion où il fallait mettre un peu la toilette dans tous les secteurs, en commençant par le secteur, par exemple, de la fonction publique, où je salue l'action salvatrice du ministre de la fonction publique, qui a d'abord commencé par élaguer les fictifs dans les listes des secteurs de la fonction publique. Et je crois que c'est un travail qui, pas aujourd'hui, demain pourra porter des fruits. Et il a permis de mettre aussi à la retraite cette catégorie de personnes qui étaient déjà à l'âge déjà avancé et qui devaient aller en retraite et qui freinaient pratiquement l'élan gouvernemental par rapport à leurs fonctions. Il y a beaucoup de paramètres dont nous pourrons peut-être chercher à trouver ou argumenter autour desquels, mais certes il y a la volonté politique qui se matérialise à travers des réalisations que nous pouvons citer, et si on commence à les citer, je pense que certains pourront dire que non, bon, c'est rien, mais c'est beaucoup. Les Congolais de l'étranger, ils étaient mis à l'écart, ils ne pouvaient pas voter. Je crois que aujourd'hui, nous pouvons nous taper la poitrine pour dire que non, cette forte communauté des Congolais de l'étranger qui masse, je crois, amasse comment je peux dire, les finances pour nos nombreuses familles, la plupart sont boostées à partir de familles dont les enfants sont à l'étranger, dans la diaspora, et c'est compté presque à la même enseigne que le budget voté ici au pays. Je vous serais surpris donc de savoir que non, la masse d'échanges monétaires venant de la diaspora tourne autour de 5 milliards de dollars. Mais si ces Congolais-là qui contribuent à l'économie du pays, on ne sait pas les associer pour qu'ils puissent prendre part au vote,
Donc c'est une injustice. Je crois que le président Félix est venu corriger cette façon de voir les choses. Mais ça, c'était notre cas. On parle ici du seuil. Mais je suis en train d'en venir. C'est pour dire que dans le bilan, il faut considérer que nous avons les Congolais et de l'extérieur et de l'intérieur du pays. Ouais. Je pense, dans la matière des droits humains, nous avons un bilan à défendre dans le sens que les libertés sont garanties ici au pays. Les prisons, là où nous avons connu des gens qui étaient arrêtés arbitrairement, qui bondaient dans des prisons juste pour une opinion. Vous pouvez aller faire votre enquête, vous verrez que non, cela n'est plus le cas. Et les assassinats et les morts, je crois, politiques, 0 cas pour l'actuel gouvernement. C'est parmi les bilans pour lesquels nous pouvons nous dire, en matière de droits humains, il y a des progrès. Si nous partons aussi en termes de progrès social, je crois qu'il y a la gratuité de la santé qui est déjà presque en train de prendre corps, puisqu'il y a déjà la gratuité de la maternité. Et comme cela se fait palier par palier, je crois que notre pays, c'est un pays qui doit donner... Mais en province, on continue à être... Pourquoi en province, les financements sont paralysés, les frais d'investissement et des rétrocessions sont envoyés de manière irrégulière? Qu'est-ce qui signifie cela? Qu'est-ce qui justifierait cela? Parce que Kinshasa, c'est pas seulement... la RDC n'est pas seulement Kinshasa, et dans des provinces aussi. Donc je crois que c'est un problème, donc, comme je l'ai dit, de planifier tout. Et cela se fait... Mais comment on va planifier? Non, c'est ce que je dis. Cela se fait au début de chaque période. Donc, par exemple, actuellement, il y a un budget qui est voté. Ouais. Et ce budget qui est voté prévoit même les rétrocessions et tout qu'on sort. Mais au regard de la situation que le pays traverse actuellement, il y a une réalité dont on doit se regarder en face, qui est la guerre à l'Est qui nous est imposée par l'agression rwandaise à travers les milices ou les terroristes du M23. Cette guerre-là est en train de déranger, puisqu'ils les font sciemment, l'action gouvernementale pour que la priorité puisse être tournée vers l'effort de guerre, le frais prévu au budget qui devait être alloué à la rétrocession et autres peut en pâtir, vous voyez madame. Donc ce qui est tout à fait normal que nous puissions nous dire que la situation des provinces pourra, avec le projet des 145 territoires, prendre l'élan. Pourquoi? Puisque ce sera le développement de la base au sommet. Ça sera vraiment une très bonne chose si on pourra espérer de la sorte. Parlons à faire Moïse Katumbi, qui était un allié de taille du président de la République, même lors de la rupture à FCC-CACH, lors de la requalification de la majorité parlementaire et même de la formation du gouvernement Sama. Aujourd'hui vient de quitter Félix Tshisekedi et se déclare président de la République pour les élections présidentielles de 2023. Comment avez-vous accueilli cette annonce depuis l'extérieur du pays par Moïse Katumbi lui-même? Vous le dites bien que l'annonce a été faite depuis l'extérieur du pays. C'est là, donc, on dit beaucoup pour une personne qui aime son pays et qui est réellement impliqué pour l'avancement de son pays. Pareille information ou bien annonce devait être réservée d'abord en primaire aux Congolais. Pourquoi? Oui, puisque ce sont les premiers concernés. C'est vers eux qui va venir solliciter mandat. Ça, c'est un manque déjà de respect à l'égard même de ceux-là, manque de considération, ceux pour qui vous voulez aujourd'hui voir prendre la tête et diriger. De deux, le faire à l'extérieur du pays, déjà prouve à suffisance qu'il est le candidat de ces multinationaux qui veulent toujours voir notre pays à genoux, qui veulent instrumentaliser
certains acteurs politiques pour les mettre donc à venir jouer le rôle dont nous avons toujours décrié. Et ce n'est pas pour nous une surprise de le voir le faire à l'extérieur du pays. Mais accueillir la nouvelle, ce n'est pas aussi une surprise puisque il n'était pas franc, il n'était pas de bonne foi. Comment ça? Mais je vais le dire. Pourquoi? Il annonce que le président a un bilan chaotique pendant que dans le même gouvernement, il a ses représentants avec lesquels le président a eu à travailler et avec qui il partage le bilan. Mais comment vous êtes responsable de groupes de personnes qui appartiennent à votre mouvement, ensemble, s'il faut les citer, et vous voulez les dédouaner du bilan, donc vous dites que non, le bilan est chaotique. Donc si Moïse Katumbi est sincère, je ne crois pas qu'il pourrait parler d'un bilan chaotique avec ses propres lieutenants qui sont au sein du gouvernement. Donc c'est une façon malhonnête ou démagogique de chercher à solliciter, après avoir dirigé pendant presque tous les mandats, vous voulez maintenant vous dédouaner du mandat, du bilan. Donc c'est vraiment quelque chose dont je crois que nous devons dénoncer. Et en tant qu'allié, un allié sincère, je crois que s'il avait des réclamations, il devait le faire à l'interne, puisque l'union sacrée pour laquelle Moïse Katumbi s'est vu. Mais d'abord, entre vous, oui, selon vous, d'après oui, vous, oui, entre Katumbi et Félix, qui descend l'autre ou soit qui a trahi l'autre? Bon, moi je peux d'emblée vous dire que Moïse n'a pas été sincère. Je peux le qualifier de toute la trahison. Pourquoi? Puisque au départ, si son retour sur la scène, Moïse se retrouvait en dehors du pays, avec toutes les restrictions possibles, avec même son passeport, il avait tout perdu. Il était en dehors du pays, mais il est revenu. Le président Félix lui a donné, par amour de son prochain, l'opportunité de revenir au pays et de participer au sein du gouvernement et en occupant des postes clés du gouvernement, des ministères clés parmi les plus importants. Même quand je cite le ministère du plan, c'est un parmi les ministères clés. Mais je ne sais pas pourquoi ces ministères, normalement, on devait sentir ces ministères. Ne serait-il pas sous la logique de tout bloquer de façon que nous puissions compter que le bilan du chef de l'État ou le bilan du gouvernement dans sa globalité est négatif. Donc nous commençons à comprendre par les agissements de Moïse Katumbi qu'il n'était pas sincère, il a voulu... Donc il a trahi. Oui, c'est ça le terme, il a trahi, évidemment. Vous savez, Katumbi est un acteur qui est plus aimé au Katanga et dans d'autres provinces de l'Est. Il a des moyens financiers et du soutien d'une grande partie de la communauté internationale. Alors, son départ de l'Union sacrée et sa présence sur la liste des candidats présents ne peuvent-ils pas compliquer la tâche à la réélection de Félix Tshisekedi, tel que le souhaite notre président? Madame, je crois que vous avez tous les paramètres. Et je n'ai pas à faire de la propagande ou bien je sais pas faire de comment dirais l'amalgame entre Félix Tshisekedi qui est fils du pays, qui est aimé par les Congolais, les chouchous des Congolais. Wow, mais Katumbi c'est le fils du pays. Ouais, vous avez dit chouchou d'un coin du pays. Oui, mais qui a le soutien, une partie du soutien de la communauté internationale aussi. Preuve, il a déclaré hors du pays sa candidature. Vous ne le savez pas. C'est sous Félix Tshisekedi aujourd'hui qu'on a levé la mesure des restrictions sur les ventes d'armes. Exactement. Qui nous mettait à genoux. Katumbi n'a même pas pipé un mot, comme je l'ai dit toujours, pour condamner l'agression dont nous sommes victimes. Katumbi n'aime pas ces pays. Katumbi ne soutient même pas nos FARDC.
je crois qu'il serait à la tête de ce pays, il ne donnerait même pas les moyens à nos militaires pour aller défendre les frontières nationales. C'est quelqu'un qui, vous dites, est instrumentalisé pour déstabiliser notre pays. Donc c'est quelqu'un qui joue les jeux de ceux-là qu'il envoie pour venir chercher à prendre et piller ce pays, les ressources de ce pays. Je le vois à la tête de Katanga, dont vous dites qu'il est aimé. À la tête du Katanga, c'est pendant son règne qu'il a fait beaucoup de bévues. Il y a eu beaucoup d'actes de mégestion. La première des actes, c'est quoi? Il a étouffé la Gécamine au point de l'émietter pour créer ses propres entreprises minières. Il a mis à genoux la grande société de chemin de fer, la SNCC, qui devait normalement se charger du transport et des minéraux des passagers, pour mettre sous pied une compagnie qu'on appelait de triste mémoire Hakuna Matata, une compagnie de transport qui avait des milliers de tracts pour le compte de Moïse Katumbi. Donc ce n'est pas un exemple de bon gestionnaire. Je ne crois pas qu'à son niveau, il pourrait venir apprendre à gérer à l'échelle nationale, prendre la tête de ce pays, un grand pays comme le Congo. Et Moïse a quel bagage? Quel bagage? Quel bagage? De quel bagage parlez-vous? De quel bagage parlez-vous? Mais tout de même, on le dit à Félix, il a quel bagage? Non, mais le président Félix a étudié, il a un diplôme universitaire. Et Moïse en avant? Il a quel titre académique, Moïse? Il a quel titre académique? Dites-nous. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Moïse a quel titre académique? Vous voulez diriger le Congo? Le Congo de demain sera le Congo de ce que nous aurons décidé aujourd'hui. Donc les Congolais ne vont plus laisser sans mêler les étrangers, je n'ai pas un discours de haine contre Moïse, mais le Congo, dans sa constitution, on prévoit que le propre fils du pays, les Congolais, le vrai... Il n'est pas propre fils du pays. Je crois que madame, à ce sujet, il y a à boire et à manger. Comment? Puisque on dit de père et de mère. Il n'est pas de père et de mère, vous avez vérifié? Non, mais sa maman, elle est zambienne. Et son papa, c'est un juif. Il ne sera pas aussi le premier, hein? Monsieur Non, mais moi, je dis que non. Les Congolais, le vrai des souches, vont s'approprier leur propre destin en mettant à la tête de ce pays celui qui incarne le vrai valeur congolaise. Pas les Congolais il a un pied dedans, un pied dehors. Moïse a déclaré ouvertement que non, il avait l'appui de ses pères juifs chez qui il est allé solliciter qu'ils puissent donc intervenir pour lui. Donc vous voyez que non, au cas où les choses ne marchaient pas, il peut quitter le pays et aller vers ses pères. Mais par contre, nous qui avons que la seule nationalité congolaise, nous n'avons que cette terre que Dieu nous a donnée. Affaire insécurité, mettre fin à l'insécurité qui prévoit l'Est de la République était la promesse phare de Félix Tshisekedi et jusqu'à même promis de donner sa vie pour ça. 4 ans après, rien n'a changé. Explication. Non, mais comme je vous dis, il y a eu plusieurs paramètres qui ont joué à l'interne d'abord. Les complices de tous ces échecs, c'est à l'interne. C'est dommage qu'on puisse le dire. Vous voyez par exemple un chef de troupe qu'on nomme comme commandant des opérations qui arrive sur le terrain, qui joue au double jeu. Je vais évoquer par exemple, pas plus tard que ça, où il y a certains officiers qui étaient impliqués dans le jeu de trahison, qui ont voulu que notre pays soit toujours occupé par ceux-là qui viennent nous agresser et qui jouaient en s'enrichissant. Mais c'est au président de la République de cela, il a pris des mesures. Il y a des officiers qui ont été arrêtés et qui sont aujourd'hui devant leur propre conscience en train de subir la rigueur de la loi. Mais je pense, au-delà de cet aspect-là, il y a aussi l'aspect
qu'on n'a pas voulu de tout le temps privilégier l'aspect d'aller en guerre. Pourquoi? Puisque avant d'aller en guerre, il y avait l'option diplomatique qu'il fallait d'abord privilégier, et c'est la meilleure des options. Je crois que cela a permis, avec les accords de Luanda, pour qu'on puisse obtenir un arrêt, les cessez-le-feu, pour que nous puissions... Mais qui n'a pas aussi abouti, hein, qui n'a rien abouti, non, malgré toutes les rencontres, les marches. C'est dans un processus, madame, vous savez, ça ne sert à rien d'endayer toute une communauté et de dépeupler. C'est ça, faire le jeu des agresseurs. C'est-à-dire, quand on part avec l'option militaire, l'option d'embraser la sous-région, c'est faire le jeu des agresseurs. D'où il fallait d'abord privilégier la diplomatie, et cela est en train de payer. Vous voyez, on vient de lever la mesure de restriction sur d'abord oui, il y avait aussi l'embargo qui pesait sur la République, qui nous empêchait de nous équiper et de nous préparer techniquement ou militairement à faire face à toutes ces agressions. Un autre aspect des choses, c'est vous voyez aujourd'hui au Rwanda, essayez un peu de vous renseigner, vous verrez que non, l'usine de comment on appelle l'usine de purification de l'or, que le Rwanda est en train de se bomber le torse pour dire que non, ils pouvaient prendre l'or du Congo comme ils veulent, les raffiner au Rwanda, a fermé. Depuis qu'on a mis l'état de siège à l'Est, les usines qui étaient en train de bénéficier des ressources du Congo sont en difficulté. On voulait dire que l'état de siège à l'Est a produit des effets. Mais oui, il y a des effets. A toujours des prorogations à l'Assemblée nationale. Non, mais je dis, il y a des effets. Il y a des effets. À notre niveau, je peux dire la guerre qui est à l'Est du pays, ce n'est pas une guerre du type classique où nous avons en face de nous une armée classique. Non, c'est une guerre d'infiltration où vous avez dans la même ville, c'est-à-dire de la même population qu'ils avaient la journée, qui est en train de vaquer à ses occupations normales, la nuit se transforme en agents ADF ou de tout ce que nous avons comme force négative. Donc il faut un travail de fond en commençant par laver d'abord le cerveau. Vous savez, M. Memulumba, le président de la République désigne le Rwanda comme le seul pays qui agresse le Congo sous couvert du M23. Quels sont les éléments ou par quelle enquête interne que le président se base pour désigner le pays de Kagame comme le seul agresseur de notre pays? Dès que vous êtes à l'est du pays, vous n'avez pas besoin à demander. C'est dans la population que vous avez les cris de douleur des populations victimes de l'agression. Il est écrit que par le Rwanda. C'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Et ce sont eux les premières victimes qui donnent tous ces éléments d'information. Vous voyez, le président n'a pas à inventer la roue pour dire que non, il est en train d'épuiser cela dans, je sais pas... Est-il le seul pays seulement? Non, mais je dis, le Rwanda est l'acteur principal. Il n'a pas dit que non, c'est le seul pays agresseur, c'est l'acteur principal. Et vous savez, un pays qui a une petite superficie comme le Rwanda, la République rwandaise, ne peut pas venir et agresser un grand pays à la taille de la RDC. Le Rwanda n'est que, moi je peux dire, la face cachée de nos réels agresseurs qui se tachent dans l'ombre, qu'on n'arrive pas à découvrir, mais qui se cachent. Pourquoi donner par exemple des millions? Dernièrement, l'Union européenne a donné plus de 20 millions de dollars au Rwanda. C'est une façon de le réarmer
pour continuer à nous déstabiliser. Et qui a intérêt à voir les Congo déstabilisés? Ce ne sont que ces pays-là qui visent nos richesses et nos matières premières. Vous parlez de l'Union européenne. Oui. Il était censé qu'on puisse menacer la MONUSCO et nous laisser le payer. Mais il y a encore un an de plus pour la MONUSCO. Qu'est-ce que nous, peuple congolais, allons comprendre par là? Mais le peuple congolais est souverain, le peuple congolais doit s'élever. Mais vous avez doit s'élever. Non, mais je dis, le peuple congolais doit s'élever. C'est une lutte, comme on dit, une longue lutte populaire qui va nous amener à vraiment arracher notre souveraineté. Les puissances occidentales, multinationales, qui ont besoin d'alimenter leurs usines avec des matières premières en provenance de nos terres, ne nous laisseront jamais en paix. Donc c'est une affaire de prise de conscience, ce n'est pas l'affaire du président Félix. Ou bien c'est parce qu'ils ont enlevé l'embargo, raison pour laquelle on les a aussi rajouté un an de plus, pourtant qu'on voulait leur débarras au pays. C'est là de cette manière-là. Alors je comment pouvons-nous justifier cela? Comme tout processus, on peut se dire que peut-être ils ont eu besoin d'avoir un temps pour venir. On les avait déjà donné ces temps. Mais c'est de bonne guerre. Moi, je préfère être dans la logique que nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, nous réveiller comme ça, sans prévoir l'après-lendemain, qu'est-ce qui pourra arriver. Il faut toujours planifier dans un processus, peut-être, si le calendrier est déjà donné pour leur départ, je pense que donnons-leur encore peut-être le peu de temps qu'ils peuvent disposer pour laisser notre pays. Nous sommes en train de chuter, mais avant, je voudrais un peu vous aborder une préoccupation. Peut-être que le peuple congolais s'y demande aussi. Est-ce qu'entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, ça marche encore? Mais puisqu'ils sont toujours ensemble, je crois que Kamerhe n'a pas déclaré officiellement qu'il est en train de reprocher quelque chose au président Félix ou il a signé son départ de l'Union sacrée. Non. Jusque-là, je pense que on peut constater que Kamerhe est encore avec Félix Tshisekedi. Mais ne tombons pas dans la manipulation ou dans ce que nous appelons ne tombons pas dans les pièges de ceux-là qui veulent voir Kamerhe partir pour se dire que non, voilà, tout le monde est parti, on fait maintenant, et ils vont aller faire bloc ensemble. C'est ça le jeu des Occidentaux, bien de ceux qui veulent voir ces pays n'est pas décoller. Ils vont justifier tel échec ou bien telle victoire à partir juste de faits, de petits phénomènes. À l'échelle nationale, nous savons le poids politique de tout un chacun, même s'ils peuvent se rassembler dans un groupe où ils pourront être, je ne sais pas à combien, seul le président Félix, il est à mesure de faire face à tous ceux qui vont se placer sur son chemin. Pourquoi? Puisqu'il a un bilan à défendre et il a une mission à la tête de ce pays. Aimé Mounouba, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de votre structure SBL Totonga Funa. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine de votre rédaction Congo 24. Un mot de la fin avant de nous séparer. Merci beaucoup. Je viens encore une fois lancer un appel solennel à tous mes compatriotes congolaises et congolais de s'approprier leur destinée en main en allant s'enrôler massivement. Et nous avons notre choix. Je sais que je n'ai pas caché mes couleurs. Je sais que notre président, qui, puisque vous l'avez demandé, a un bilan à défendre, c'est notre choix. Ouais. Et enrôlons-nous massivement pour donner une majorité confortable demain au président Félix Tshisekedi, qui en a besoin. Pourquoi? Puisqu'on a connu ça, je crois, je ne l'ai pas soulevé dans mon argumentation, 2 ans de perte dans des guéguerres autour de la coalition à laquelle il était contraint de composer avec ceux-là qui avaient comme rôle
de jouer à le mettre des bâtons dans les roues, mais je crois, avec une majorité confortable, il pourra nous amener dans des réformes dont nous souhaitons et la réalisation des œuvres dans les domaines du social, du domaine économique, ainsi que tout autre domaine qui va amener le développement pour notre pays. Merci beaucoup, restez branchés sur votre chaîne de télévision Congo 24. On se retrouve à la prochaine. Bonne suite du programme sur vous, au revoir.